Alors, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour échanger avec vous sur votre parcours et sur les réflexions que vous développez maintenant depuis plus de 10 ans, sinon plus, sur ce que de l'esprit du temps façonne notre manière de voir et d'appréhender le monde. C'est votre premier séjour à Montréal, je crois, et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes psychanalyste, professeur émérite de psychopathologie clinique à l'Université Aix-Marseille, et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont tout récemment La fabrique des imposteurs. Vous avez aussi publié auparavant en 2011 La dignité de penser, La folie évaluation avec d'autres collègues. En 2008 avec Marie-Josée Bolko, Exilée de l'intime, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique. Et en 2005 La santé totalitaire, un essai sur la médicalisation de l'existence. Vous exposez dans ces différents ouvrages des thèses pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans nos sociétés actuelles, dans le rapport à soi et à l'autre, et de l'incidence de ces transformations. Pourriez-vous nous parler des grands axes de vos réflexions et aussi de l'intérêt que vous avez eu comme psychanalyste à prendre cette parole publiquement sur ces questions? Je vous remercie de votre invitation, Laurence Bonjour, et de cette possibilité d'exposer quelques-uns de mes thèmes privilégiés. Peut-être rappeler un peu par mon parcours que je me suis toujours intéressé à la question de la parole et du langage. Alors j'évoque cette question de la parole et du langage parce que d'une certaine manière, le langage implique toujours quelque part le politique. Qu'on le sache ou pas, implicitement, il y a une dimension politique selon la conception que l'on a du langage. Je me suis d'abord intéressé à l'acte de parole dans une perspective presque scientiste, c'est-à-dire une analyse en cluster du matériel verbal du groupe thérapeutique, essayant de mettre en corrélation des indices linguistiques et des processus psychologiques. Et puis, assez rapidement, je me suis aperçu, je dirais, de l'impasse relative au moins que peut constituer ce type de recherche. Je me suis davantage intéressé à la dimension de l'acte de parole comme, si vous voulez, le lieu finalement d'investissement des pulsions sexuelles partielles, par exemple, mais aussi, bien évidemment, le lieu de constitution des idéaux narcissiques, donc, si vous voulez, une approche psychanalytique de l'acte de parole. J'ai fait d'autres recherches du côté de l'hystérie, du côté de la passion, de la logique des passions, et puis en France notamment, mais aussi au-delà, je me suis rendu compte que la psychanalyse qui avait été portée pendant quelques temps, et notamment durant la décennie des années 60, 70, par la culture, la psychanalyse subissait un relatif discrédit dans l'opinion publique. Alors, est-ce que ce discrédit de la psychanalyse en tant que mode de connaissance et en tant que pratique thérapeutique, est-ce qu'il était dû à des événements scientifiques majeurs qui justifiaient effectivement qu'on change de référentiel, qu'on change de paradigme, aussi bien dans nos pratiques cliniques que dans nos modes de recherche théorique, ou est-ce qu'il s'agissait d'autre chose? Donc, dans un temps, je me suis davantage intéressé à la question de savoir quelle pouvait être la validité de ce qu'en psychanalyse on pouvait avancer comme données de connaissances et comme pratique clinique. Donc, si vous voulez, je me suis intéressé un temps à ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, l'épistémologie de la psychanalyse et l'épistémologie de la psychopathologie clinique. C'est-à-dire à quelles conditions un énoncé théorique référé à la psychanalyse peut s'avérer pertinent, ou bien alors relever une espèce de soupe idéologique, puisqu'effectivement la culture a aussi absorbé comme une éponge, absorbé quelques énoncés psychanalytiques sur la fonction du père, sur le complexe d'Édipien, sur la sexualité, et pour le meilleur et pour le pire. Donc il y a eu tout un temps, je précise ce point parce qu'il est pour moi important, il y a eu tout un
Donc je me suis plutôt intéressé aux conditions qui permettaient, si vous voulez, de considérer qu'une pratique analytique, un travail psychanalytique ou un savoir psychanalytique était valide et était fiable. Alors, je pense qu'avec d'autres, je suis arrivé à cette conclusion que la psychanalyse n'est pas un vocabulaire, c'est pas un savoir verbal, ni même conceptuel ou notionnel, c'est pas seulement une situation divan-fauteuil. La psychanalyse, c'est d'abord et avant tout la mise en œuvre d'une méthode dans une pratique clinique utilisant l'efficience symbolique de la parole et du langage. Pour le dire autrement, les symptômes au nom duquel les patients viennent nous consulter, on ne peut pas en savoir grand-chose tant ils ne sont pas rapatriés dans le cadre d'une situation avec laquelle ils vont faire corps. Donc, pour le dire autrement, si vous voulez, il n'y a pas d'interprétation des symptômes tant qu'ils ne passent pas par leur actualisation dans la situation analytique, raison pour laquelle on va beaucoup insister sur, bien évidemment, l'adresse transférentielle des symptômes, la clinique sous transfert, etc. Donc, si vous voulez, c'est un point qui pour moi est important. Je veux dire que, notamment en lien avec les travaux du docteur Constant, pour moi, il faut d'abord et avant tout que les processus psychologiques soient insérés dans le cadre d'une séance de psychanalyse, conçue d'ailleurs comme un rêve parlé, que l'on peut en dire quelque chose. Donc, si vous voulez, la psychanalyse ne peut pas être une lecture directe des symptômes, ne peut pas être une lecture directe du monde, ne peut pas être une lecture directe des cas psychopathologiques. Il faut d'abord que ça puisse donc se mettre un acte de parole transférentiel pour pouvoir en dire quelque chose, avancer quelque chose. Alors ça réduit quand même considérablement le champ de la psychanalyse. À partir de ce moment-là, si vous voulez, la psychanalyse peut être considérée comme un laboratoire, avec une situation quasi expérimentale, avec une méthode, avec des données, qui sont des données d'ailleurs, des artefacts d'une certaine manière. Le propre de l'objet scientifique, c'est d'être produit par un dispositif phénoménotechnique. Quand Lavoisier dit « la chimie crée son objet », il montre bien que la chimie ne s'occupe pas de la nature en général, mais des éléments de la nature qu'elle a pu rapatrier dans un cadre et qu'elle a recréé, décomposé, recomposé à sa façon. Je crois que c'est très important que nous puissions, d'ailleurs c'est une métaphore freudienne aussi, vous le savez, que nous puissions considérer que la psychanalyse est un peu comme la chimie, c'est-à-dire quelque chose qui appelle des processus psychopathologiques ou psychologiques qui permettent leur décomposition et leur recomposition dans le cadre d'une cure où finalement cette dimension transférentielle est essentielle. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne peut rien dire d'un symptôme tant qu'il n'a pas été rapatrié dans une situation, incluant d'une certaine manière l'analyse et se transformant en ce que Ferenczi appelait des symptômes transitoires. C'est-à-dire des symptômes qui apparaissent et disparaissent au cours d'une séance, au cours d'une cure analytique. À partir de ce moment-là, c'est presque un principe méthodologique de considérer que tout ce qui va être vécu, apporté au cours de l'analyse, et pas seulement au cours de la séance bien sûr, relève d'une adresse transférentielle. Bon, je crois que c'est ce point qui pour moi il est très important parce que il insiste ce point sur cette dimension, encore une fois, transférentielle de ce qui peut être interprété. Rapidement aussi, l'interprétation n'est pas l'interprétation de l'analyste donnant un sens à ces processus transférentiels, mais l'interprétation est plutôt ce par quoi l'analyste amène l'analysant à conduire sa propre cure. Quel est le bénéfice pour l'analyste, en dehors des éléments matériels? Le bénéfice pour l'analyste, c'est comme dit Stein d'ailleurs, il peut poursuivre sa propre analyse au-delà du temps des séances qu'il a eu lui-même avec son analyste. Donc,
je ramène ça simplement pour dire que au départ, c'est plutôt dans le sens d'une espèce de purification de ce qui est constitutif de la spécificité de l'analyse et du travail de l'analyste que commencent, si vous voulez, mes recherches dans ce domaine-là. Ce qui implique justement que on se débarrasse, pour aller vite, d'une idéologisation psychanalytique du monde, une idéologisation, si vous voulez, psychanalytique de ce qui se passerait dans le social, de ce qui se passerait dans le culturel, d'où mes réserves concernant un certain nombre, à mon avis, d'extrapolations psychologisantes des problèmes sociaux ou des problèmes culturels. Alors, une fois ce travail fait, ce travail finalement, il constitue le moyen de savoir ce qui relève véritablement d'une procédure de travail analytique, et puis ce qui fait partie d'une espèce de dilution des énoncés analytiques dans la culture et d'une idéologie psychanalytique, c'est-à-dire au sens de Canguilhem, cet état paresseux du savoir qui fait de l'idéologie psychanalytique un cas particulier d'une idéologie scientifique, c'est-à-dire une extrapolation de données partielles acquises au sein d'un laboratoire et qu'on va ensuite appliquer, si vous voulez, à l'ensemble du monde. On a des tas de choses comme ça. On peut prendre par exemple les neurosciences, c'est des recherches très intéressantes sur le rôle de l'ocytocine comme constitutif dans le rapprochement des animaux. C'est pas pour autant qu'on va expliquer le lien social par l'ocytocine. De la même manière, on a trouvé des éléments intéressants concernant le différentiel entre la température du jour et de la nuit, si vous voulez, dans le cas de certaines populations de déprimées. C'est pas pour autant qu'on va pouvoir extrapoler, considérer que toute dépression se déduit nécessairement d'un dysfonctionnement endocrinien. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir ce principe qui est à la fois pour moi un principe épistémologique et un principe éthique à l'esprit, c'est-à-dire éviter de généraliser des données très partielles que l'on a, que ce soit dans le champ des sciences ou dans le champ de ces sciences plus molles que seraient les sciences sociales, les sciences humaines, voire la psychanalyse. Bon. Alors, arrivé à ce point, c'est vrai qu'on peut dire que les psychanalystes pouvaient avoir leur part dans le malheur qui leur arrive et qu'ils ont pu finalement vibrer aux appels de la culture, vibrer à l'intérêt social que le pouvoir peut avoir eu à un moment donné pour expliquer finalement les relations d'autorité à l'aide de la psychologie, à l'aide de la psychanalyse. Bon, ça c'est finalement notre part dans le symptôme de discrédit de la psychanalyse, mais bon, c'est vrai de beaucoup de champs de savoir, c'est vrai de beaucoup de pratiques, donc je reviens, si vous voulez, à cette question. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui la psychanalyse a mauvaise presse, pour aller très vite? Est-ce qu'il y a des événements scientifiques majeurs? Pour moi, je répondrais non. Il y a des événements scientifiques partiels qui justifient l'intérêt de recherche en neurobiologie du comportement, qui justifient et légitiment l'intérêt de recherche en épigénétique du comportement. Bon, il n'y a aucun problème qui justifie des recherches en des sciences cognitives. Bien sûr, je suis pour une biodiversité des théories des théories et des pratiques. Donc je suis pour une biodiversité épistémologique, elle me paraît partie prenante, si vous voulez, de la biodiversité de la nature et de la culture. J'insiste beaucoup sur ces deux points. Alors, si maintenant on essaie un peu de travailler non plus du côté de l'épistémologie, non plus du côté de la validité des énoncés, mais du côté de ce que Michel Foucault appelle la généalogie des savoirs, c'est-à-dire comment ça se fabrique, quel est l'impensé finalement d'un savoir, un pensée cognitif ou un pensée conceptuel, un pensée social aussi, puisque c'est l'apport de Michel Foucault par rapport à Canguilhem par exemple. Canguilhem et Foucault étant pour moi, entre autres, des références majeures. À partir de ce moment-là, on peut considérer que l'accueil que des données théoriques ou l'accueil que des pratiques peuvent recevoir
à un moment donné dans une société donnée ne dépend pas simplement de leur pertinence épistémologique, mais dépend aussi de ce que Bourdieu appelait leur utilité sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce que le pouvoir peut en faire en tant que discours de légitimation pour pouvoir donner les ordres. Et là, j'ai travaillé, moi, j'ai tout un temps sur la manière notamment dont les sciences du vivant, et la médecine en particulier, étaient depuis, on va dire, la fin du XVIIIe siècle, utilisées comme discours de légitimation sociale. C'est-à-dire que, à la suite de Foucault, l'effacement des grands récits collectifs à la fin du XVIIIe, le désenchantement du monde au sens de Marcel Mauss, n'est-ce pas, et au sens de Weber, de Max Weber, ce désenchantement du monde, cette désacralisation, pourrait-on dire, des discours autorise à donner des ordres, font que le pouvoir se tourne de plus en plus vers les sciences du vivant, et en particulier de la médecine, pour finalement gérer les populations. Bon, je ne vais pas le développer, mais c'est tout le travail de Foucault sur la biopolitique des populations, sur la biohistoire, sur la somatocratie, c'est-à-dire toutes les stratégies qui visent, si vous voulez, à dire au nom du bien-être, au nom de la santé, la manière dont vous devez vous conduire. À ce moment-là, les sciences et les experts deviennent quasiment des sophistes. Ils vont vendre leur savoir pour finalement justifier que le pouvoir puisse dire aux populations comment elles doivent se comporter pour bien se porter. On voit bien par exemple dans cette chose indigente pour moi constitue les versions 3, 4 du DSM, comment effectivement on va prescrire des normes de comportement, et le DSM-5 va sûrement nous annoncer le nombre de fois où nous avons le droit d'avoir des rapports sexuels, avec qui, à partir de quel moment on est trop en dessous, trop au-delà, enfin bon, bref, la manière dont on doit consommer. Donc vous voyez, on va de plus en plus vers une espèce de calibrage des comportements, comme on calibre les tomates, n'est-ce pas? On dit volontiers en Europe que Bruxelles, n'ayant aucune autorité politique, n'est-ce pas, la seule justification des commissions à Bruxelles, qui nous coûte extrêmement cher d'ailleurs, la seule justification de ces commissions est de produire des règlements, du droit mou, des circulaires et autres visant à calibrer de plus en plus, n'est-ce pas, la taille des pommes, et finalement nous faire perdre la saveur même des fruits et la saveur, si vous voulez, des légumes. Ça n'empêche pas qu'il y ait une politique Findus, comme je l'appelle, une civilisation Findus, qui fait qu'on va tout à fait suivre attentivement la trajectoire d'un produit. On va mesurer la dimension des étiquettes, voir si elles sont bien mentionnées dans une ou deux langues, de préférence d'ailleurs en anglais, et l'anglais de Wall Street, pas l'anglais de Shakespeare bien sûr, mais on ne va pas s'intéresser à ce qu'il y a dedans, ni au goût du produit, ni même à la vérité de sa substance. C'est comme ça qu'on a trouvé d'ailleurs la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. Bon, voilà, je plaisante à peine. Je plaisante à peine parce que je pense que c'est ce que l'on retrouve dans différents champs aujourd'hui de la licence sociale. Donc si vous voulez, il y a eu tout un temps comme ça où nous nous sommes intéressés, avec Marie-Josée Lelour finalement, à cette médicalisation de l'existence. C'est-à-dire effectivement à la manière dont la médecine peut être, au-delà des énoncés scientifiques pertinents qu'elle peut apporter, peut être utilisée à des fins de pouvoir et pas seulement à des fins de connaissance ou à des fins de traitement. Donc effectivement, avec ce risque d'une santé totalitaire. Pourquoi totalitaire? Parce que je pense que nous ne sommes pas bien évidemment dans des formes politiques totalitaires. Je veux dire, nous avons connu malheureusement, n'est-ce pas, au XXe siècle, avec le stalinisme, le fascisme et le nazisme, mais nous sommes dans des formes culturelles totalitaires, c'est-à-dire qui nous prescrivent de manière impérative, encore une fois, la manière dont nous devons vivre, la manière dont nous devons exister. Il faut voir aussi que ce mythe d'une administration scientifique et technique du vivant est un mythe que l'on voit émerger au XIXe siècle dans le cadre d'une philosophie, d'une sociologie positiviste qui prétend se débarrasser du politique. C'est-à-dire que l'idée, c'est en
quelque sorte, n'est-ce pas, de gouverner les hommes de manière neutre, de manière purement technique, de manière purement rationnelle, en se débarrassant, c'est un grand thème, un thème extrêmement important dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en se débarrassant de l'aspect politique et en se débarrassant, pour faire le lien par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de la question à parler du langage. Finalement, on peut gérer l'humain sous forme de, n'est-ce pas, de faire du bouturage, faire de l'agriculture de l'humain, la culture de l'humain à partir des données de la science ou à partir des données de la technique. Donc il y a quand même cette part très très hygiéniste qui va avoir non portée, si vous voulez, dans la deuxième moitié du XIXe et participer d'une certaine manière à la création d'une forme de psychiatrie très impliquée dans le social et avec la construction d'un sujet psychologico-moral, n'est-ce pas, inséré dans sa famille, sa sexualité, son histoire, ses affects, et de ça. La psychanalyse, d'une certaine manière, participer à ça, c'est incontestable. C'est-à-dire que finalement, le social va demander à la psychiatrie comment le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. Alors, donc, cette dimension d'hygiène, vous voyez, par exemple, il est évident que la découverte pasteurienne est fondamentale, puisqu'elle résout une fois pour toutes la question de l'étiologie des maladies, en insistant sur la spécificité, si vous voulez, des agents pathogènes, l'étiologie spécifique des maladies, le développement, si vous voulez, ce développement des recherches de ce côté-là, vont aussi participer à la salubrité publique, vont aussi participer à tout un travail où l'hygiène va permettre aux médecins de constater les conditions, combien les conditions de travail participent, sont quasiment des maladies professionnelles et participent bien sûr à la santé ou bien sûr à la maladie, aux maladies des populations, mais ça va aussi devenir une manière de gérer presque politiquement les choses. Vous voyez, c'est-à-dire que il ne faut pas croire que le savoir demeure sans conséquence sur le social et sur le politique. C'est un peu ça que je voudrais essayer de montrer. Alors, donc, cette idée si vous voulez, d'une administration scientifique et technique des populations et des individus, eh bien, finalement, ce rêve positiviste va devenir un cauchemar, comme vous savez, au XXe, puisque les totalitarismes politiques vont se prévaloir d'une amélioration de l'espèce. Les nazis vont dire « nous n'avons fait que la biologie appliquée », ou bien encore même le stalinisme va prétendre, au nom du matérialisme historique, conduire d'une certaine manière la tendance d'une civilisation ou l'orientation culturelle d'individus ou de peuples. Donc, ça se transforme en cauchemar, pour aller très très vite. Je crois que la psychanalyse, là, comme d'autres choses, comme la psychothérapie institutionnelle, comme la phénoménologie, comme les humanités, ont constitué à un moment donné un peu une alternative à cette réduction de l'humain, finalement, à sa dimension la plus animale ou la plus économique. C'est pour ça que moi j'aime bien parler d'une fiction anthropologique d'un homme neuroéconomique, dans les lignes, bioéconomique. Donc là, je crois que la psychanalyse a quand même fait, avec d'autres pratiques, avec d'autres, si vous voulez, d'autres modes de savoir, a quand même fait alternative à cette gestion et à cette conception purement scientiste de l'humain. Bon, donc, le problème, c'est que depuis, on va dire, 3 ou 4 décennies, on voit très nettement apparaître une nouvelle conception que je trouve totalitaire du monde. Et cette nouvelle conception totalitaire du monde, pour faire allusion à deux des ouvrages que vous avez bien voulu mentionner, La dignité de penser et La fabrique des imposteurs, j'en emprunterai
l'analyse, la théorisation, un essayiste, mais pour lequel j'ai une très grande admiration, cinéaste, qui est Pasolini. Parce que Pasolini parle justement de la religion du marché, et il nous montre comment, à un moment donné, finalement, la société bourgeoise, l'ordre bourgeois, n'a plus, pourrait-on dire, besoin des valeurs traditionnelles d'ordre, de progrès, de religion, de famille, de nation, pour imposer une manière de gouverner qui permette finalement la circulation maximale des échanges et bien évidemment la lutte tendancielle contre la baisse des taux de profit pour aller très vite. C'est-à-dire que, comme le montre Pasolini, il y a eu un moment où finalement le marché s'est lui-même donné comme sa propre religion. Il est devenu très monothéiste et presque intégriste dans cette manière de concevoir le monde. Bon, je ne vais pas développer ce point, mais enfin, comme vous le savez, c'est un point qui est vraiment extrêmement important. Dans cette société finalement de la marchandise et du spectacle, où il n'y a même plus d'autres poches de résistance, on n'a plus besoin des mêmes savoirs, on n'a plus besoin des mêmes pratiques. Et il m'a semblé, par rapport à certaines recherches généalogiques que j'ai pu faire dans le domaine des savoirs et des pratiques, il m'a semblé, si vous voulez, que la recomposition aujourd'hui de la place des savoirs, de la place des humanités, par exemple, ou la recomposition du champ psychiatrique, psychopathologique, où on voit bien une nouvelle hiérarchie des savoirs, une nouvelle hiérarchie des pratiques, avec quand même une clinique qui compte de moins en moins. Il faut le dire, on est davantage aujourd'hui dans une étude des populations, où le sujet n'est plus qu'un segment de population statistique, que dans une analyse du cas par cas ou de la singularité clinique. Donc il m'a semblé, si vous voulez, que cette recomposition culturelle dans la manière de civiliser les mœurs était en partie au moins responsable de la recomposition du champ. Donc pour le dire très simplement, et essayer un peu de conclure sur ce premier point, pour le dire très simplement, du coup, j'ai été amené à étudier un certain nombre de pièces maîtresses de ces dispositifs qui participaient au discrédit d'une certaine manière de traiter l'humain, c'est-à-dire de traiter sa vulnérabilité. Vous vous souvenez de ce que dit Pile de la Mirandole lorsqu'il parle de la dignité de l'homme. Qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme? C'est justement son état de néothénie, c'est son état d'extrême faiblesse et de dépendance lorsqu'il naît, sa longue, si vous voulez, sa longue enfance qui le fait dépendre de quelqu'un il faut de l'homme pour une médiation justement à l'environnement. Cette dépendance, elle produit aussi bien la névrose qu'elle va produire la culture. Donc, si vous voulez, la manière dont aujourd'hui on va traiter justement la vulnérabilité, traiter finalement la faiblesse, me paraît refléter, si vous voulez, davantage les valeurs de notre époque que se déduire de résultats techniques ou scientifiques majeurs. Donc, allez, analysons l'apparition du DSM-3, analysons les modifications du DSM-4, analysons la manière dont aujourd'hui on va plutôt favoriser les TCC, les thérapies cognitives comportementales, parce que c'est de la psychologie environnementale qui finalement a de très grandes affinités avec une économie politique des comportements au sein de laquelle finalement on va concevoir l'humain comme étant un sujet qui doit résoudre des problèmes ou un sujet qui doit finalement optimaliser ses compétences pour accroître ses performances. Je fais à la louche, je brasse très, très large, mais si vous voulez, en gros, est-ce qu'il n'y a pas une affinité élective entre certaines manières de penser l'humain et de nommer aussi son mal-être? Il n'y a pas que l'aspect traitement, même dans le diagnostic, quelque chose qui me paraît aussi mou, pour ne pas dire débile, que le diagnostic de dépression fait fureur, comme si finalement la dépression c'était un diagnostic qui s'imposait, si vous voulez, sur des critères très précis.
moi, quand j'ai travaillé en psychiatrie au tout début de ma jeunesse, si j'ose dire, si on face à un état de très grande tristesse d'un patient, il y avait toute une analyse sémiologique pour savoir si, tout un entretien clinique, pour savoir si cette dépression était consécutive à des événements de perte, si cette tristesse était consécutive et réactionnelle à la perte de l'être cher, ou à la perte d'un idéal, ou à la perte d'emploi, etc. Ou bien si cette dépression faisait partie, pour aller vite, d'un tableau névrotique au cours duquel, notamment dans l'hystérie, mais pas seulement dans l'hystérie, émergent, si vous voulez, des périodes un peu sombres, etc. Ou bien si on était face à un élément qui pouvait s'inclure dans si vous voulez, une trajectoire maniaco-dépressive, ou bien si on avait affaire à un tableau beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre de mélancolie. Bref, il y avait un travail, il y avait une finesse sémiologique qui aujourd'hui est complètement balayée. Qu'est-ce que la dépression? C'est ce que guérit un antidépresseur. Les maux de tête, ça peut être lié à la dépression, les douleurs physiques, ça peut être lié à la dépression. On va avoir de dépression sans être triste, et on peut être déprimé et ne pas être reconnu comme tel. Donc si vous voulez, il me semble que on est quand même dans quelque chose qui, au nom du pragmatisme, au nom de l'utilitarisme, finalement méprise profondément et le sujet dans sa singularité et dans son histoire et dans le sens qu'il cherche dans sa vie. Voilà, comme vous savez, en 1980, lorsqu'on supprime l'homosexualité de la liste des troubles du comportement sexuel, par ce simple geste administratif, on guérit des millions de malades. Je veux dire qu'en plus, on n'a pas l'impression qu'il y ait une consistance épistémologique et une consistance scientifique dans la manière même dont les diagnostics sont posés. C'est pratique de parler de dépression, c'est pratique et c'est très poreux par rapport aussi aux exigences de la culture. Quand en France, entre 1979 et 1996, on multiplie par 7 le nombre de diagnostics de dépression, ça veut dire qu'on a 7 fois plus de déprimés, ça veut dire qu'on pose 7 fois plus souvent ce diagnostic. Et souvent, ce n'est pas les mêmes qui posent, c'est plus les psychiatres, c'est les généralistes ou les spécialistes d'ailleurs. Et puis, bien sûr, ça veut dire aussi que la société est moins tolérante par rapport aux troubles émotionnels, aux humeurs, et pas n'importe lesquelles, aux humeurs dépressives. Donc, si vous voulez, je trouve que, ça c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans l'exilé de l'intime, et que j'ai poursuivi aussi dans un autre livre qui est De quoi la psychanalyse est-elle le nom, si vous voulez, où j'ai essayé peut-être d'analyser davantage des dispositifs de diagnostic et de traitement, c'est-à-dire comme étant révélateurs des valeurs à l'usage demandé dans la culture. Avec cette idée que le savoir naît de la niche écologique d'une culture qu'il participe en retour à recoder. Voilà. Donc, on est très centré sur l'hyperactivité. On revient à quelque chose de très... C'est quand même très pauvre, du point de vue conceptuel. C'est soit déprimé, soit hyperactif. Vraiment, c'est pas d'une grande finesse, quand même. C'est quand même, si vous voulez, pour moi, c'est quand même une des premières fois, depuis longtemps, c'était le cas du côté de Kraepelin, mais c'est une des premières fois où on a une psychiatrie sans psychopathologie. La psychiatrie peut fonctionner aujourd'hui sans psychopathologie. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement une hygiène publique du corps social. C'est-à-dire qu'elle n'a plus la guérison pour objectif, elle n'a plus la compréhension du patient comme souci premier, ni lui permettre d'accroître son savoir sur lui-même, ni de s'épanouir davantage. C'est plutôt d'être finalement resté dans des zones pas trop déprimées, pas trop hyperactives. À mon avis, on est là dans quelque chose qui a, alors on revient à la fin de votre question, mais qui a quand même des conséquences sociales, culturelles graves, et aussi qui fabrique des subjectivités, des enveloppes culturelles, si vous voulez, où le sujet se forme, qui sont quand même assez problématiques. Donc, l'hyperactivité, vous savez aussi bien que moi que le diagnostic d'hyperactivité explose. Ce diagnostic, est-ce qu'il est scientifique? J'en suis pas du tout convaincu. Je donnais, lors du colloque organisé par la Maison Saint-Jacques, l'exemple, cette étude
suisse et allemande, au cours de laquelle on propose à 1000 médecins psychothérapeutes 4 cas d'enfants et d'adolescents un peu agités, mais sur les 4, un seul relève vraiment du diagnostic strict de trouble d'attention et d'hyperactivité. Et il y a un surdiagnostic, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus que 1 sur 4 qui est, si vous voulez, diagnostiqué hyperactif. Est-ce que c'est imputable à quoi? On va regarder de près les résultats. C'est imputable notamment au sexe du patient. C'est-à-dire que davantage, si j'ose dire, on se diagnostique davantage les garçons que les filles. Donc si on a une fille, on a une chance d'échapper au diagnostic de trouble de l'hyperactivité, si on a un garçon. Bon. Et chose intéressante aussi, c'est qu'on s'aperçoit que le sexe du médecin ou du psychothérapeute joue aussi, c'est-à-dire que les hommes ont tendance à plus surdiagnostiquer que les femmes. Donc pour aller très vite, c'est simplement pour montrer que, si vous voulez, dans ce champ, il y a une très grande porosité. On ne définit pas les normes psychiatriques de la même manière que les normes biologiques, parce qu'en 1974, la Ligue allemande de lutte contre l'hypertension artérielle fait baisser d'1 point la norme de la tension artérielle, on multiplie par 3 le nombre de patients relevant d'hypotension. Mais on ne peut pas tellement descendre en dessous. Alors que, du point de vue de la psychiatrie, il y a beaucoup plus de porosité, c'est beaucoup plus friable. Et donc, on va inclure, par exemple, le trouble de l'humeur des femmes à leur règles comme dysphorie prémenstruelle. Donc, si vous voulez partir de ce moment-là, à partir du moment où vous constatez que, en gros, il n'y a pas d'immaculée conception du savoir et de la pratique, des diagnostics et des traitements en psychiatrie, mais aussi dans d'autres champs de la connaissance, à partir de ce moment-là, je pense que ça vaut la peine de s'intéresser justement aux niches culturelles d'où émergent les vecteurs qui recomposent le champ des savoirs. Et c'est là où je me suis intéressé avec d'autres. Vous citiez la folie évaluation, Marie-Jolène Delonco, bien sûr, il y a aussi Jean-Claude Malbad, il y a aussi Alain Bellozer et Marie-Jean Sorey, où on s'aperçoit que quand même la nouvelle forme d'évaluation, parce qu'au lieu, on évalue en permanence, je veux dire, il fait chaud, il fait froid, c'est bon, c'est pas bon, et les nouvelles formes d'évaluation sont des dispositifs, finalement, de services volontaires et de soumission sociale qui, au nom d'une soi-disant objectivité, qui est souvent simplement une objectivité de conformité, c'est une objectivité de procédure, ou bien des indices quantitatifs, ou bien, encore une fois, des éléments purement formels. Avec ce type d'évaluation, on va calibrer les savoirs et on va calibrer les pratiques. Comment on va le faire aujourd'hui? On va le faire de plus en plus eu égard aux exigences sociales et culturelles, c'est-à-dire effectivement, est-ce que ça sert à quelque chose la littérature? Est-ce que ça sert à quelque chose, si vous voulez, le psychodrame? Est-ce que ça sert à quelque chose la psychanalyse? Est-ce que l'histoire ou la philosophie, ça sert à quelque chose? À ce jeu-là, il est évident que les humanités sont perdantes. Mais je pense que les humanités perdantes, ça veut dire que c'est aussi notre part d'humanité dans l'homme qui se perd. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler par rapport à des appels d'autres mouvements, mais je crois que nous sommes aujourd'hui face à une nouvelle forme, à 2 nouvelles formes de civilisation des mœurs qui, bien sûr, poussent en avant certaines formes de savoir, certaines formes de pratique, et puis empêchent d'autres formes de savoir, d'autres formes de pratique. Ce sur quoi, vous savez, j'insiste souvent, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, on préférera par exemple la neurobiologie ou la génétique du comportement, pas parce que le politique ou le social aurait un amour fou pour la science, mais tout simplement parce que, bien évidemment, c'est plus facile d'aller chercher l'hyperactivité de l'enfant dans l'allèle de tel ou tel gène
que, bien sûr, dans la surstimulation dont les enfants peuvent être l'objet aujourd'hui face aux écrans et aux nouvelles technologies, ou bien face à la déliaison familiale ou sociale. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des formes de savoir qui disculpent la société de la part qui est la sienne dans la fabrique des atomes. C'est quand même ce type de savoir qui va être, si vous voulez, favorisé aujourd'hui, d'où ce retour massif, ce regain vers la génétique du comportement, qui par ailleurs est une science formidable, mais je ne crois pas que ce soit par innocence politique et sociale qu'elle est aujourd'hui favorisée. Voilà. Ensuite, du côté de la psychologie, on voit bien comment c'est plutôt les formes, on va dire, utilitaires, pragmatiques, techniques de la psychologie qui sont favorisées, pas par rapport à ce qu'elles apportent en termes de savoir, mais en tant que finalement, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir comment les individus se comportent. Ce qu'ils sont dans leur comportement, c'est quand même la grande thèse winnicottienne. Où est le sujet dans ce qu'il fait? Quel est l'investissement, les investissements psychiques dans le comportement? Quelles sont les positions subjectives dans le comportement? On s'en fout complètement. Et donc, à la limite, si vous avez un comportement normal, même si vous êtes éventuellement même hyper adapté, si cette hyperadaptation est en quelque sorte une psychose blanche, ça ne gêne absolument personne. Donc, d'où aussi tout le travail que j'essaie de faire ces derniers temps autour en favorisant les exigences d'adaptation à des normes sur finalement les conditions qui permettent la création d'innovation, on fabrique aujourd'hui des imposteurs. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'imposteur pour finalement savoir jouer des formes, des rituels, des codes et s'adapter dans le semblant. Voilà. Donc c'est cette dimension-là qui m'a mené à m'intéresser toujours plus ces derniers temps, si vous voulez, à cette dimension un peu culturelle, civilisationnelle qui est la nôtre. Mais je le fais modestement en tant que citoyen, qui par ailleurs a une longue pratique universitaire au cours de laquelle j'ai eu de multiples responsabilités, activités, et puis bien sûr en tant que vieux praticien de la psychothérapie, de la psychanalyse, et qui peut attester de son expérience, mais surtout pas en tant qu'expert. Je n'aime pas quand les journalistes me disent parfois, alors quand on pense au psychanalyste, il ne pense pas quoi que ce soit. Le psychanalyste, il travaille dans son fauteuil, et de temps en temps, il écrit des choses, mais il ne va pas avoir une pensée sur l'affaire Cahuzac, une pensée sur l'affaire Zampino chez vous, ou d'autres affaires. C'est le citoyen qui va dire, en quoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a autant d'inégalités sociales et économiques dans certaines régions du monde. Est-ce que ça risque pas de menacer la démocratie? Est-ce que le citoyen a une question par rapport à ça? Ou bien est-ce que c'est parce que, justement, il n'y a plus cette passion de l'égalité qui a été à l'origine de pas mal de révolutions, ou d'indépendance d'ailleurs? Est-ce que c'est pas parce que c'est la démocratie elle-même qui est malade qu'on voit émerger davantage des inégalités sociales et économiques? Par exemple, de la même manière, si vous voulez, est-ce que si aujourd'hui on voit apparaître de plus en plus d'histoires de fraude, de tricherie, d'imposture, est-ce que c'est simplement parce qu'on est dans un monde un peu plus transparent, ou bien est-ce que c'est parce que dans le champ même du politique, la vertu n'est plus requise comme exigence même d'une qualité pour gouverner? J'essaie de montrer que, si vous voulez, en gros, l'imposteur est aujourd'hui comme un poisson dans l'eau, parce que nous sommes dans un mode d'évaluation qui fait prévaloir la forme sur le fond, qui fait prévaloir, si vous voulez, le semblant sur le vrai, qui fait prévaloir la conformité des procédures sur la pertinence de leur acte eu égard aux finalités qui les fondent, comme soigner, chercher, enseigner, juger, etc. Voilà, c'est un peu dans cette dimension-là, c'est-à-dire j'essaie de montrer qu'il y a finalement une coextensivité entre justement l'imposture et l'inflation des normes. Parce que c'est aussi une part de mes travaux antérieurs que
d'insister sur cette extension sociale de la norme. Cette extension sociale de la norme qui, à mon avis, révèle quand même aussi une crise de l'autorité. C'est-à-dire que c'est quand l'autorité est en crise, je plaisantais tout à l'heure sur Bruxelles, mais c'est quand l'autorité est en crise qu'on développe des dispositifs normatifs qui font pression, qui constituent des modes d'emploi de l'existence. Et ça, quand même, par rapport à votre question, Laurence, il est évident que la psychanalyse, on peut dire beaucoup de mal à la psychanalyse, et on a bien raison de dire beaucoup de mal à certains psychanalystes, c'est pas le problème, mais si vous voulez, quand même toujours constituer ce grain de sable qui vient gripper une machine qui fait de l'humain une pièce détachée de l'espèce, que ce soit de l'espèce biologique comme le grand corps humain, la grande métaphore biologique et organique de la société, ou de la machine économique. Je veux dire que c'est très intéressant. L'évidence basée de médecine, la médecine fondée sur les preuves, statistiques des populations pour les traitements, c'est très intéressant. Mais il y a une dimension qui est le cas par cas. Cette dimension de cas par cas, c'est la clinique. Je crois que la psychanalyse a cette dimension d'être ultra-clinique, quelque part. Le premier point, c'est que j'ai tendance à penser que la psychanalyse n'a pas toujours existé, que rien ne garantit qu'elle puisse toujours exister. Je pense qu'elle a fait partie, si vous voulez, du retour à la fin du XIXe siècle, d'un souci de soi, comme dit Foucault, d'une culture de soi, comme dit Foucault, qui était propre à la culture antique et qui tendait à être recouverte, notamment au moment de cette industrialisation massive, cette urbanisation massive, si vous voulez, du XIXe, avec l'émergence de formes de savoir de plus en plus, comment dire, fortes du côté de l'économie, du côté de la biologie. C'est-à-dire que finalement, à la fin du XIXe, si vous voulez, la psychanalyse recueille ce qui ne fonctionne pas dans les modèles dominants de savoir, c'est-à-dire, pour aller vite, la biologie ou l'économie, par exemple. C'est-à-dire que c'est un reste de l'homo economicus, c'est un reste de l'homme biologique. C'est pas sans importance que ce soit les hystériques qui mettent le fonctionnement du corps en panne, qui amènent Freud à sa découverte. Et Freud, il a en même temps ce génie, hein, c'est un homme, c'est un classique, c'est un homme qui est tourné quand même vers la culture classique et qui va se trouver happé par une modernité, voire une post-modernité qu'il récuse. À titre personnel, vous savez comme moi, il n'a jamais accueilli bras ouverts, n'est-ce pas, d'être élu parmi les surréalistes, par exemple. Vous connaissez l'échec, la rencontre avec Breton, avec André Breton. Et donc, c'est pour moi très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Ça ne marche pas au niveau du corps, ça ne marche pas au niveau de l'économie, et ça ne marche pas aussi au niveau des savoirs modélisés sur le corps, modélisés sur l'économie. Donc il faut à la fois qu'il y ait cet environnement qui promeut finalement ce type de savoir totalitaire où l'humain est en quelque sorte absorbé dans un dispositif qui ne retient de lui, qui ne traite de lui que le bioéconomique. Il y a un reste. Les hystériques ont été les symptômes de cette civilisation d'une certaine manière, ont été des emblèmes justement de cette résistance à la réduction de l'humain à un pur fonctionnement corporel, ou aujourd'hui à un pur fonctionnement, si vous voulez, de stratège économique. Donc ça c'est le premier point. Je ne sais pas si on aura un retour. C'est possible qu'on ait un retour du balancier dans l'histoire de l'art, et que, bon, justement, finalement, ce système totalitaire, scientiste, économique, qui financiarise l'humain et qui en même temps naturalise la financiarisation de l'humain, c'est quand même ça. Hein. Aujourd'hui, c'est le neuromarketing, c'est la neuroéconomie, c'est-à-dire c'est une façon de considérer que
le cerveau fonctionne. Il y a une thèse d'ailleurs chez vous qui a été publiée il y a 3-4 ans, je crois que c'est un monsieur Gauthier qui a fait une thèse sur la neuroéconomie, qui vantait les métaphores croisées entre le marché et le fonctionnement du cerveau. Donc, si le cerveau fonctionne comme un marché, le marché fonctionne naturellement comme un cerveau. Hein, bon. Donc, sauf qu'en ce moment, il y a plutôt une commission cérébrale du marché. Enfin, bon, c'est notre problème. Donc, il est possible que l'échec de ces savoirs-là et finalement le désaveu que ce type d'approche puisse recevoir de l'expérience concrète, quotidienne et sociale aussi, amène à un retour du balancier. Ça ne veut pas dire que ce sera un psychanalyse, ce sera peut-être une autre forme de culture de soi, une autre manière de prendre soin de soi. Ceci pour dire que, bon, si on laisse ce point ouvert, c'est l'avenir qui décidera, et on ne peut pas entrer dans l'avenir en reculant, en pensant qu'on va se reproduire ce qui s'est déjà passé dans le passé. Bon, l'autre point, je pense que ça signifie aussi que la psychanalyse, c'est pas forcément la situation de 4 à 5 séances par semaine. D'abord, les gens n'ont plus les moyens de venir 4-5 fois par semaine. C'est pas forcément durant 20 ans, 30 ans ou toute la vie, et que c'est pas forcément le divan et le fauteuil, et que peut-être il y a un travail psychanalytique qui peut être reconnu dans sa pertinence et qui dépasse largement le cadre réduit d'une situation, je veux dire, presque mobilière. Donc, je crois, par exemple, si je prends l'expérience que je n'ai, puisque on a aussi beaucoup travaillé avec Jeanne Delvaux dans ce domaine, je pense que, par exemple, dans les services de médecine aujourd'hui, et justement dans les services de génétique, dans les services de cancérologie, dans les services de soins palliatifs, dans un certain nombre de dermatologie, dans un certain nombre de services, pédiatrie bien sûr, il y a cet appel à traiter le reste de l'approche biomédicale. Et c'est intéressant à dire parce que davantage on a affaire à des gens armés scientifiquement, davantage ils ressentent la nécessité que quelqu'un d'autre s'occupe de ce qui reste. Moins c'est scientifique, plus c'est indigent comme la psychiatrie, et moins éventuellement on éprouve ce besoin de traiter le reste pour aller vite. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout, vous avez compris, à la néopsychiatrie, ce que j'appelle la néopsychiatrie, très inspirée par les DSM et compagnie. Bon, à mon avis, ça ne va pas très loin, c'est encore une fois davantage d'hygiène sociale qu'autre chose. Bon. Alors, il y a ça, c'est-à-dire que je crois que finalement, il y a cette demande sociale-là, qui est une demande sociale, et qui est aussi une demande singulière. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un à qui on apprend qu'il a un cancer, bien évidemment, tous les dispositifs d'annonce possibles et inimaginables, il n'empêche qu'il va, en quelque sorte, aider ce patient à élaborer ce qui lui arrive. Parce que de toute façon, le patient, on peut toujours lui expliquer que c'est pas parce qu'il a fauté qu'il a un cancer, que c'est pas parce que sa mère l'aimait pas qu'il a un cancer, que c'est pas lié à son histoire. Lui, Fabrice, que nous avons appelé avec Marie-Josée un roman de sa maladie. C'est-à-dire que, si vous voulez, il a besoin de donner du sens à ce qui lui arrive. C'est ce que disait Canguilhem, la maladie, avant d'être la limitation d'une fonction physique, est d'abord et avant tout un drame de l'existence. Donc ce serait redoubler la souffrance et redoubler de cruauté que d'ignorer cette part, pourrait-on dire, de besoin de mettre en fiction, en scène, ce qui nous arrive. Donc je crois que il ne faut pas opposer à ce niveau-là, en médecine, par exemple, l'approche scientifique, l'approche biomédicale et la prise en charge psychologique du patient. Je crois que ça relève de deux régions ontologiques et méthodologiques différentes. C'est-à-dire qu'on peut très bien diagnostiquer de l'asthme avec le test du carbacol, mais pour le patient, sa crise d'asthme, elle lui arrive à un moment donné, elle le prend à certains moments et ça prend certains sens. Et je crois que ce n'est pas le même asthme dont il s'agit, l'asthme construit de manière médico-biologique, ou, si vous voulez, l'asthme en tant qu'élément existentiel, signifiant qui surgit à un moment donné de la séance sur le divan, etc.
Voilà, donc je ne sais pas si je suis clair, mais je crois qu'il y a sûrement ce besoin, et à moins qu'on se transforme, à moins que la civilisation des mœurs parvienne à nous transformer en robots, en machines ou en animaux primitifs, pour le coup, si vous voulez, je crois que nécessairement il y aura ce reste-là et qu'il appartient à la psychanalyse, mais pas que la psychanalyse, à bien d'autres formes de soins, une forme de pensée, de recueillir justement ce reste. Je crois qu'il y a aussi le devoir pour les psychanalystes de sortir de leur fond de boutique, de leur morale d'épicier, comme disait Marx, vous voyez, et d'aller un peu se frotter aux exigences du social. Bon, d'abord, je crois qu'il faut arrêter de penser que la psychanalyse est persécutée, que les psychanalystes sont vraiment les héros incompris d'un temps cruel, etc. Non. Alors, peut-être on vous dire un mot de l'appel des appels. Oui, c'est ça, justement. C'est dans l'espoir de... Voilà. Alors, bon, justement, si vous voulez, bon, il se trouve que j'ai eu la chance, par rapport à certains bouquins comme les Exilés de l'intime ou la santé totalitaire, à aller un peu rencontrer d'autres professionnels que les psychologues, psychiatres, psychanalystes, etc. Je suis donc sorti un peu de ma communauté, je vais aller très très vite, et ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que cette souffrance, je n'aime pas trop le terme, mais cette souffrance des praticiens aujourd'hui, eu égard aux difficultés d'avoir les conditions requises pour exercer finalement leur métier, je l'ai rencontré chez d'autres professionnels. Je l'ai rencontré chez les pédiatres, chez les dermatologues, je l'ai rencontré chez les orthophonistes, je l'ai rencontré chez les enseignants, chez les chercheurs, même les chercheurs en informatique ou en mathématiques, il ne faut pas croire. Donc, si vous voulez, bien sûr, il y a eu cette révolte des psychiatres et des psychologues dont je faisais partie d'ailleurs, si vous voulez, contre certains propos de l'ex-président de la République concernant les schizophrènes dangereux, bien sûr, ou pas zéro conduite contre le dépistage de la délinquance à partir du trouble des conduites des enfants de 3 ans, voire de 2 ans, qui revient d'ailleurs en partie d'un de vos collègues québécois, Richard Tremblay, sur la violence de l'agneau, n'est-ce pas? Bon, j'ai regardé son film d'ailleurs, que j'ai trouvé un peu pauvre, je dirais, parce qu'on mesure en gros la proportion de la taille des enfants et qu'on fait une extrapolation en imaginant ce que pourrait être la violence, n'est-ce pas, des gestes qui sont mineurs. Bon, je veux bien, enfin, ça me ressemble plus du micro-Lombroso, si vous voulez, que Einstein. Enfin, passons, on n'a pas développer au-delà de cette question. Bon. Et puis ça aboutit bien sûr à des stratégies de réhabilitation sociale de type compétences émotionnelles, compétences sociales, habileté sociale, hors de tout souci de sagesse, hors de tout souci de rapport à soi-même. Donc là, vous fabriquez en gros des individus qui sont des micro-entreprises, autogérées, certes, ouvertes à la compétence, certes, mais aussi à la concurrence, sur le marché des jouissances existentielles. Donc cette conception entrepreneuriale du sujet humain, j'y adhère pas volontiers, ni politiquement, ni au niveau de ma clinique singulière avec les patients. Voilà. Alors, ça a été pour moi vraiment une découverte et avec Stéphane Chédry, on a lancé cet appel des appels, donc ce collectif, qui visait finalement à alerter l'opinion publique et les pouvoirs publics sur le danger de voir aujourd'hui justement toutes nos professions par le biais de l'évaluation, nous dirons peut-être encore un mot tout à l'heure, n'est-ce pas, de recomposer nos métiers au nom finalement de la rentabilité, de la gestion, de la performance, de l'excellence, et qui finalement leur faisait perdre de vue ce qui était la visée initiale de ce pourquoi ils avaient été créés. Je veux dire, un médecin, il est d'abord créé pour soigner un patient. Il n'est pas installé pour accroître le nombre d'argent qui rentre dans son pôle médico-chirurgical, ce qu'on appelle en France la T2A, la tarification à l'activité. C'est-à-dire que si vous voulez incorporer dans le geste professionnel d'autres critères que les critères qui
qui leur sont spécifiques, soigner, enseigner, chercher, juger, informer, etc., eh ben, obligatoirement, ça pervertit l'acte professionnel. Or, aujourd'hui, par le biais de l'évaluation, qui se veut quantitative, procédurale, formelle, on calibre de plus en plus les actes, et finalement, on introduit de plus en plus dans la tête des praticiens un souci de rentabilité, un souci, si vous voulez, de résultats à court terme. À court terme, parce qu'on est dans une civilisation du court terme, qui fait que ça nous paraissait extrêmement dangereux. Et puis, bon, les évaluations scolaires, ça ne teste pas le désir d'apprendre des élèves, ni l'augmentation de leur savoir, ça teste simplement leur réaction comportementale à certains stimuli pour aller très vite. Et donc, l'amélioration des résultats scolaires, je crois que c'est un Québécois ou Canadien, Robert Lim, qui avait fait un travail en sciences de l'éducation très intéressant là-dessus, où il avait montré que l'amélioration des résultats aux tests d'évaluation scolaire mesurait davantage l'entraînement des élèves à passer le test que le volume de connaissances qu'ils pouvaient s'approprier. Mais ça, on le retrouve partout. J'en parlais ce matin avec un journaliste par Skype de France, si vous voulez, au niveau des journalistes, ce qui compte, c'est en gros le nombre de commentaires que va produire l'émission, le nombre de lecteurs qui vont s'intéresser à l'article, et pas du tout la qualité de l'article ou la qualité de l'émission. C'est cette logique d'audimat qui constitue le cheval de Troie d'une logique de marché dans l'ensemble des champs professionnels qui aujourd'hui opèrent par le biais de l'évaluation. Donc pour moi, vraiment, la cible, c'est l'évaluation. Non pas qu'il faille s'abstenir de rendre des comptes, il faut rendre des comptes, ça fait partie du devoir démocratique, non pas qu'il faille s'abstenir de se comparer est nécessaire dans une démocratie où justement l'humain n'est pas assigné à un rang par sa naissance, à contrario de l'aristocratie, ça va de soi, mais il faut le faire en fonction de la spécificité de nos actes, et non pas, si vous voulez, du caractère conforme et formel de ces actes, eu égard aux valeurs sociales en vogue à un moment donné. Parce que sinon, on va aller dans le décor. J'ai donné au colloque de la Maison Saint-Jacques d'autres exemples, si vous vous souvenez, n'est-ce pas, où par exemple en Allemagne, à partir du moment où la responsabilisation du patient n'est pas prise en charge par les assurances sociales ou bien moins prise en charge, eh ben le patient il ne va pas se faire réhospitaliser dans le même hôpital où il ne sera pas pris, mais dans un autre hôpital. On a seulement déplacé le problème. Souvent, on conduit, c'est plus mon livre sur la fabrique d'imposture, on conduit les gens à une solution de l'imposture. Qu'est-ce que c'est que l'imposture? C'est finalement vendre des apparences, vendre du faire semblant, pour essayer d'échapper à des contraintes normatives qui font vivre les individus ou les peuples au-dessus de leurs moyens. On a de très bons exemples avec, comme vous savez, Karl Abraham, Deutsch, Donald Winnicott, où on voit bien comment les individus, face à une intrusion de l'environnement, ils adoptent une solution qui vise à jouer les caméléons pour se défendre d'un environnement soit menaçant, intrusif, soit qui les néglige. Donc pour moi, l'appel des appels, ça a été ça. Et ce qui a été fantastique, c'est que deux psychanalystes lancent cet appel qui dit simplement ça, qui dit nous ne sommes pas d'accord sur les réformes qui, au nom d'un homme économique, finalement, transforment nos métiers en instruments d'un pouvoir politique qui transforme l'homme en instrument, c'est-à-dire en fonction. On va aller très vite, et on a un écho très fort. La presse elle en parle, on a la une de Libération, 4 pages à l'intérieur du journal, Le Monde en rend un petit peu compte, mais c'est surtout Libé, c'est surtout l'Humanité, c'est surtout le Nouvel Obs, c'est Les Inrocks, Politis, France Culture, France Inter, France 2, France 3. On a une couverture médiatique très forte. Pourquoi? Parce que vous avez très vite 50, 60, 70 000 personnes qui signent. Aujourd'hui, on en est à plus de 90
signature du manifeste. Alors ça se concrétise par l'organisation de journées, par exemple nationales. On a fait une première journée le 31 janvier 2009 au 104, qui est un centre culturel à Paris, où il y avait plus de 1200 personnes. En mars, à Montreuil, à la Maison de l'Art, où il y avait plus de 1200 personnes. À la Friche de la Belle-de-Mai, à Marseille, il y avait plus de 1000 personnes. Donc, si vous voulez, il y a des regroupements. Ce qui est très émouvant, c'est qu'on sent le besoin des gens de venir témoigner de leur expérience. Vous voyez, c'est pour ça que je disais une fois, toujours à ce très intéressant colloque de la Maison Saint-Jacques, que, si vous voulez, je n'aimais pas l'expression de souffrance au travail, parce qu'elle me paraissait appartenir à la logique victimaire de notre société, où on ne peut faire reconnaître sa citoyenneté, sa subjectivité, que par le biais, n'est-ce pas, de cette logique victimaire. Non, là, on sent le besoin de raconter son histoire. On sent le besoin de témoigner. Voilà ce qui se passe dans ma classe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je suis jeune psychologue. Voilà ce qu'on me demande de faire. Je suis jeune psychiatre. Voilà ce qui se produit. Je suis cancérologue. Je suis infirmier. Je suis kinésie. Je suis journaliste. Je suis acteur culturel. Voilà comment ça se passe. Et ce besoin de partager, de témoigner est très très fort. Alors après, on s'est créé un réseau. J'espère que peut-être chez vous au Québec, il y aura un comité québécois de l'appel des appels, n'est-ce pas? Ça a intéressé les Suisses, ça a intéressé les Belges, ça a intéressé les Italiens, si vous voulez. Donc, quelque chose. Alors après, si vous voulez, on n'est pas un parti. On n'est pas un parti politique, donc on n'a pas des sections. On ne dit pas aux gens comment ils doivent faire. On leur demande simplement de signer une charte, qui est une charte pour aller vite, d'abstention de toute violence physique, verbale ou autre, et de partage de grandes valeurs humanistes, mais c'est tout. Donc à partir le spectre est très large en France. Ça peut aller du centre-gauche, l'extrême-gauche, pour aller vite. Bon, c'est plutôt la gauche, bon, mais après tout, la droite pourrait, s'il y a des humanistes et progressistes, certains gaullistes pourraient signer sans problème, à mon avis, par exemple. Vous voyez, bon. Et après, chacun s'organise un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a des comités qui sont bien développés, puis d'un coup, ils se sont arrêtés, d'autres qui ont démarré tout petit, puis qui continuent quand même. Donc, ça, chacun s'auto-organise, et on essaie d'échanger par le réseau. Bon, on voit bien d'ailleurs comment Internet peut être à la fois un dispositif qui capture et confisque l'existence pour des fins de soumission, de marchandisation des données personnelles, par exemple, ça appartenait à Google, comme moi d'ailleurs, mais aussi un moyen formidable d'émancipation. Et là, effectivement, ça circule, les textes, les vidéos, les interviews, et puis aussi des soutiens, parce que nous sommes quand même aujourd'hui dans un moment où les grandes entités d'autorité, qui à la fois, si vous voulez, peuvent contraindre les individus, mais aussi les soutenir, les étayer, sont quand même mises à mal, et il nous faut donc trouver d'autres manières de vivre ensemble. On a créé une association nationale avec un conseil de l'appel des appels. On organise des journées. La prochaine journée, le 25 mai, sera... Est-ce qu'on peut encore exercer son métier de journaliste aujourd'hui? On a invité quand même des gens comme Stéphane Paoli de France Inter, Edwige Bennett de Mediapart, Jean Sylvestre de l'Humanité, Cécile Cavantous, enfin d'autres jeunes, bien sûr. Donc voilà, on travaille, on a eu plusieurs journées sur l'évaluation, ce qui nous a amené à demander la suppression de ces agences d'évaluation afin qu'elles soient remplacées de manière beaucoup plus intelligente et pertinente par, on va dire, des conseils de professionnels et de citoyens, parce qu'on ne va pas revenir vers une évaluation corporatiste entre pairs. Il est très important que ce qu'on appelle parfois les usagers, j'aime pas trop ce terme, pas vraiment les citoyens, mais les citoyens qui utilisent ces services, si vous voulez, peuvent aussi donner leur avis et peuvent aussi évaluer la façon dont ils sont soignés, reçus, enseignés, jugés, etc.